Bonjour, mon nom est Denis Arcan. Je vous invite à regarder 10 de mes films qui sont présentés dans l'initiative Culture d'ici de Vidéotron. Quand j'ai commencé à l'ONF, la raison pour laquelle ils m'avaient engagé, c'était pour faire des films sur l'histoire du Canada. Il y avait des gens qui demandaient à ce que je sois immédiatement renvoyé de l'ONF parce que les films causaient des ennuis à tout le monde, parce qu'ils avaient un point de vue sur l'histoire qui n'était pas celui généralement accepté par disons, l'establishment intellectuel ou littéraire québécois. Je leur ai proposé de faire un film sur les ouvriers du textile. Je me suis dit, ça serait fascinant de creuser la condition ouvrière au Québec. Il me semblait que ça n'avait jamais été fait. Tout ça a donné un long film qui s'appelle On est au coton, qui était mon premier gros film. C'est la première fois où je m'exprimais moi-même comme cinéaste, si vous voulez, sur un sujet donné. Et donc, là, à ce moment-là, l'industrie du textile a fait des pressions auprès de Ottawa, au ministère de l'Industrie, en disant, vous ne pouvez pas laisser sortir ce film-là parce qu'il donne une image extrêmement négative de l'industrie textile canadienne. Et donc, le film a été interdit par le commissaire de l'ONF et il n'est sorti dans une version complète que beaucoup plus tard, mon Dieu, au début des années 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Ça semblait aller beaucoup mieux pour moi en fiction qu'en documentaire, pour des raisons juste de censure et de difficulté de se faire entendre. Quand je faisais des films de fiction, là, tout était facile. Là. En tout cas, c'est le cas de plusieurs cinéastes. On est influencé par les films qu'on a vus. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il y avait des tas de films noirs que j'aimais, des films de bandits, des films avec des revolvers, des films avec des poursuites que j'aimais, que j'avais vus au cinéma. Ben voyons. Vous êtes pas content? Hein, vous riez pas? Voyez, rien? Rien? C'est-tu de l'argent? Je crois qu'on est toujours très fortement influencé par ses études. Et moi, j'ai fait des études en histoire et je pense qu'on est toujours tributaire de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des études de médecine, très souvent, quand il vous regarde, il se demande de quoi vous souffrez. Un policier qui vous regarde se demande toujours si vous avez enfreint la loi ou si quelque chose de louche chez vous. Si vous avez fait des études d'histoire et que ça vous a habité puis que c'est quelque chose qui est important pour vous intellectuellement, forcément, quand vous êtes devant une situation donnée, vous vous posez toujours la question, mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? D'où venons-nous? Quel est le passé de ces gens-là ou le passé de leurs parents ou de leurs arrière-grands-pères ou je sais pas quoi? Et donc, parce que j'avais cette habitude-là, ben j'ai eu des demandes qui ont amplifié ça. C'est-à-dire que, disons, Mark Blandford m'a demandé d'écrire Duplessis parce qu'il avait vu mes premiers films, puis il avait vu mes documentaires, puis il a dit « Vous êtes l'homme pour écrire ça, exactement. » Puis la même chose quand j'ai fait Le confort et l'indifférence, Roger Frappier est venu chez nous en disant « Il faut que ce soit toi qui fasses ça. C'est un moment historique important pour le Québec, le premier référendum, etc. » Donc, j'ai écrit pour la télévision la série Duplessis, qui a été quelque chose de très important pour moi parce que là, il fallait que ça repose entièrement sur le dialogue parce qu'il y avait peu de budget, peu de décors, et c'était juste des comédiens. Et il fallait que mon histoire puis que l'intérêt du public soit soutenu juste parce que les ministres et Duplessis allaient se dire, puis le chef de l'opposition, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais capable d'écrire des scénarios, puis j'étais capable d'écrire du dialogue, c'est-à-dire, puis être capable de soutenir l'intérêt pendant 1 heure de temps avec juste des gens dans une pièce qui se parlent, si c'était assez vivant, si c'était assez profond, si c'était assez amusant, enfin tout. Je suis allé voir au cinéma Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman. Et là, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se séparent. Et c'est tout. Et là, je regardais ça et je me suis dit, bon, c'est comme ça qu'il faudrait faire des films au Québec. Parce qu'on a des moyens extrêmement limités. Ça ne demande pas des mitrailleuses, des poursuites. Parce que dans les poursuites, les explosions et les mitrailleuses, les Américains vont toujours être meilleurs que nous. Parce qu'ils ont des millions, parce qu'ils ont des milliards, parce qu'ils ont la technologie, parce qu'ils ont tout. Mais 2 personnes dans une chambre qui se demandent s'ils vont continuer à vivre ensemble, ça au Québec, d'abord, on vit ça tout le temps et ça ne demande aucun moyen particulier. Ça demande juste du génie pour que ça soit bon. Ma vision du cinéma s'est incarnée à partir de ce moment-là. Là, je me suis dit, là, je vais écrire quelque chose
qui me concernent, qui concernent les gens avec lesquels j'ai vécu. Puis après ça, quand le déclin est arrivé, là, je savais que j'avais pas assez d'argent pour décrire la vie de tous ces personnages-là. Le titre de travail de ce film-là, c'était Conversation scabreuse. Mais ça devait être dans un restaurant, puis il y avait des hommes et des femmes, puis ils parlaient, et c'était juste ça le film. Puis quand je l'ai eu écrit, cette première version-là, Roger Frappier, qui était mon producteur, m'a dit « Ah non, c'est trop bon, on va trouver de l'argent, on va se débrouiller pour avoir un petit peu plus d'argent, fait que tu peux faire un peu plus de choses. » Mais un peu plus, ça voulait dire une maison au lac Memphremagog, puis un gym à Montréal. Donc, c'est dans 2 locations. Donc, les personnages devaient entièrement exister à travers ce qu'il disait. Il s'est avéré que ça a marché. Et même, ça m'a nui dans certains cas, parce que ça a créé comme une attente ou une prison dorée de laquelle je suis prisonnier. Comme par exemple, quand j'ai fait Le règne de la beauté, là, il y avait plein de critiques, je les lisais, qui disaient « Où sont les dialogues brillants? » Mais comment se fait-il? Il n'est plus capable d'écrire des dialogues? Non, je suis pas capable, parce que je n'ai pas envie d'écrire des dialogues pour ça. C'est des gens qui sont à la campagne, puis sont dans un mode contemplatif. Est-ce que je peux faire ça? Non, on ne pouvait pas. On veut entendre vos dialogues. Quand on a du succès avec quelque chose, on devient prisonnier de ce avec quoi on a du succès. Qui fixera mon destin au bois du crucifié? Hein? Qui? On peut vous le faire en québécois si vous préférez. Sacrement, voici l'agneau sans tache, hostie. Il est colloué par nos impurs désirs, tabarnak, ça n'a pas de calice de ciboire de bon sens, ça vierge à bout de crise. Certain, esti. J'ai-tu mon calice de voyage, moi? Moi aussi, tabernacle. Encore une fois, le casting, c'est-à-dire le choix des comédiens, c'est quelque chose d'entièrement instinctif. Ça ne se définit pas. Et souvent, j'ai engagé des gens comme, par exemple, Donald Lautrec, ou dans d'autres cas, Marie-Pierre Morin, dans mon dernier film, les gens disent « Ah, c'est une tentative de rejoindre le plus de spectateurs possible, ou c'est une manœuvre bassement commerciale, et tout, alors que c'est jamais ça qui m'a préoccupé dans ma vie. C'est juste que, des fois, Donald Lautrec, à ce moment-là, était le petit ami de Céline Lemaize, qui jouait le rôle principal dans Gina. Donc, je l'avais vu parce qu'en allant chercher Céline, en faisant des auditions, des choses comme ça, il était là. Et donc, j'avais rencontré Donald, puis je me dis, il serait bon dans ce genre de choses-là. Il me semble que je le vois dans ça. Et en plus, au cinéma, il ne faut pas oublier que c'est pas la même chose qu'au théâtre. Au théâtre, vous avez besoin de quelqu'un qui, techniquement, est formé pour jouer 30 fois ou 35 fois exactement la même chose et donner le même résultat parce que c'est sur une scène et ça se joue là. Au cinéma, j'ai besoin d'une seule prise. J'ai besoin d'une prise qui est bonne, c'est tout. Donc, je peux prendre quelqu'un qui a peu ou pas d'expérience et l'histoire du cinéma est remplie de gens qui ont joué pour la première fois qui étaient extraordinaires. L'exemple, évidemment, sublime, c'est Le voleur de bicyclette. Ça ne marche pas tout le temps. Des fois, ça ne marche pas. Je me suis cassé la gueule dans certains cas. Il y a des sections de films que j'ai été obligé d'enlever parce que je n'avais pas choisi la bonne personne. J'avais choisi une personne qui était très bonne là, mais quand le tournage est arrivé, ça ne marchait plus. Mais d'autres fois, je trouve que ça apporte des fois une espèce de côté, c'est pas un côté frais, nouveau, des gens qui jouent, mais qui n'ont jamais joué autrement des choses sérieuses. Par exemple, Stéphane Rousseau dans Les Invasions barbares. Stéphane n'avait presque pas joué, il avait joué un film avant. Il peut porter un habit italien qui coûte 3000 $ et ça n'a pas l'air emprunté sur lui parce qu'il porte des vêtements comme ça dans la vie. Dans la vraie vie, il conduisait une Porsche Carrera. Donc, si je lui demande de monter dans une Porsche, il n'aura pas l'air emprunté. Alors que si je prends un comédien qui sort du conservatoire et qui est pauvre comme la gale, il ne sera pas à l'aise dans l'habit et dans la Porsche. Des fois, c'est des choses comme ça. Pour moi, c'est pas du tout un anti-casting, le fait d'avoir pris Dominique Michel pour jouer dans Le Déclin. D'abord, j'avais écouté une fois une émission de radio, puis il y avait une interview avec Dominique Michel, et on lui dit « Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels vous aimeriez travailler? » Et elle dit « Moi, j'adorerais travailler avec Denis Arcand. » Donc, je l'ai appelé, et je l'ai utilisé dans une scène que j'avais écrite pour elle, dans Le crime de Vide Plouf. Attendez-vous pas à trouver du cornflakes et du bacon, là. Ils connaissent même pas le jello. Le fromage est pourri, ils vont rire de votre accent. Ils sont toujours entre 2 vins, la main tendue pour les pourboires, puis le téléphone ne marche pas. Le lien était déjà créé. Donc, quand j'ai fait Déclin de l'Empire américain, je me suis dit, mais pourquoi pas? Elle-même était extrêmement craintive. Elle avait dit, mais oui, je ne suis pas capable de jouer ça. Je voudrais vraiment que tu fasses une audition avant parce que je ne suis pas sûr de moi, etc. Et puis, finalement, ça s'est super bien passé.
Les pluies acides, quel drame. Les centrales nucléaires, quelle horreur. Le chômage chez les jeunes, quelle angoisse. Qu'est-ce que tu penses du nouveau désordre amoureux? Sylvie, Nathalie, Julie, Sophie. Non, mais tu sais, il faut vraiment avoir envie de se mettre. Pour moi, les Québécois sont des lyriques. Pendant tout le temps où le PQ était au pouvoir, les gens chantaient « Gens du pays » à toutes les sauces. Ils chantaient tous fort de plus en plus, etc. Ils pensaient qu'en chantant, l'indépendance se ferait. Ils ont chanté beaucoup, puis l'indépendance s'est pas faite et elle n'a pas l'air de vouloir se faire. Quand j'avais fait « On est au coton », j'étais revenu en disant « Il n'y aura pas de révolution prolétarienne au Québec. Les ouvriers, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent des réformes et ils veulent une piscine. On ne fait pas une révolution armée avec des gens qui veulent une piscine. » Puis les gens ont dit « Ah, il n'est qu'un cynique, il ne veut pas faire... » Bon. Alors, quand j'ai fait Déclin de l'Empire américain, c'est la même chose. Il y a 2 mariages sur 3 qui se terminent en divorce et les gens ne croient plus à l'indépendance nationale. Ils veulent avoir des très bonnes bouteilles de vin, puis ils veulent être sur le bord d'un lac et ils veulent tromper leur femme. Bon, voilà, c'est ça la réalité, là. Et quand je dis ça, il me semble que moi, je ne fais que dire ce que je vois. J'ai toujours dit « je suis un messager ». Ne tuez pas le messager. La façon dont je fais les films ou la façon dont je décris ce qui se passe dans mes films, c'est juste dû au fait que je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Et donc, si je vais faire Invasion barbare, je commence par me tenir dans les hôpitaux puis parler à des gens. Et là, je m'aperçois que dans un hôpital bondé, le 11e étage est vide. Le 12e déborde, le 10e déborde, puis le 11 est vide. Donc, si mon héros est dans une chambre avec 4 autres patients, puis son fils arrive et son fils a de l'argent, puis il s'aperçoit que le 12e est vide, il se dit « Pourquoi on ne déménage pas mon père là? » À l'administration, évidemment, il se heurte à un mur de fonctionnariat. Il va au syndicat, puis il dit « On pourra-tu arranger ça? » etc. Puis ça s'arrange comme ça. Ça vient pas de mon esprit tordu ou cynique ou quoi que ce soit. C'est juste que, ayant travaillé mon sujet, ayant fait de la recherche, ayant ramassé des centaines de notes, de pages, d'entretien, de tout ça, je construis mon histoire autour de ça. Et donc, elle a l'air odieuse, mais la réalité, c'est ça. Je vous dis que ça fonctionne comme ça, les hôpitaux. Mais il me semble que c'est pas une vision cynique, c'est une vision, pour moi, réaliste. Quand j'ai commencé à écrire Chute de l'Empire américain, là, qui était mon dernier film, j'ai commencé à prendre des notes, à rencontrer des gens, à parler de ci et de ça. Et tout d'un coup, au milieu de l'écriture du scénario, je me suis dit, merde, je reviens à La Maudite Galette. Je reviens à mon premier film. Puis je me suis dit, pourquoi pas? T'as pas vu mes bagues? Tiens. Le moins cher vaut 300. Celle-là, comment ça vaut? C'est des diamants, ça. Alors, ça dit 2 ou 3 choses. Que d'une part, je me suis toujours intéressé à ça, à l'argent, à la cupidité. L'avare de Molière, c'est ça. Puis le Marchand de Venise, c'est ça aussi. Donc, c'est un des sujets éternels, si vous voulez, de toute dramaturgie. Là, dans Chute de l'Empire américain, là, il y a des gens, justement, avec des mitraillettes, des guns, des trucs comme ça. Je me suis dit, je suis revenu au début. Probablement que ça arrive à tout le monde. En vieillissant, on revisite ses racines ou quelque chose comme ça. C'est ça le plus beau du succès, c'est que ça vous donne la liberté d'essayer des choses, d'essayer quelque chose. Puis là, je venais de faire Invasion barbare, qui avait été aussi un gros succès. J'avais gagné un Oscar, gagné des prix à Cannes, etc. Tout ça. Et là, à ce moment-là, on se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas y aller au bout de quelque chose? Si on se casse la gueule, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je vais survivre. J'ai fait assez de films avant pour me permettre d'aller n'importe où. Et je ne sais pas pourquoi, je voulais un personnage qui rêve à autre chose, qui est un fonctionnaire, mais il aurait voulu écrire, il aurait voulu faire quelque chose d'autre, il aurait voulu être d'autre chose que ce qu'il est. Puis c'est peut-être aussi parce que là, ça a commencé à être le début de l'Internet à ce moment-là. Puis quand il y a l'Internet, on se rend compte à quel point il y a des gens qui nous détestent, puis il y a des gens qui nous haïssent. C'est la première fois de ma vie que je lisais sur mon ordinateur des gens qui exprimaient l'opinion que j'étais un sale type,
dégueulasse. Et là, on se rend compte d'une quantité incroyable de gens qui se disent pourquoi lui, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi, je ne serais pas un cinéaste au lieu de lui, ce lamentable individu, etc. Et je m'étais dit, OK, alors je vais faire un film sur un gars qui reste à Laval, puis qui pense qu'il a tout ce qu'il faut pour avoir le prix Goncourt. Il s'invente un monde imaginaire dans lequel il va vivre, puis qui va compenser pour l'espèce de tristesse de sa vie quotidienne avec sa femme qui ne s'occupe pas de lui, ses enfants qui se fichent de lui, etc. Tout ça. Puis j'ai commencé à écrire à partir de ça. À un moment donné, après, quand il y a eu une épidémie, là, les vaccinations avaient lieu au stade olympique. Et je suis passé une fois en auto au stade olympique, puis il y avait une ligne de gens qui attendaient pour entrer dans le stade olympique. C'était exactement la mise en scène que j'avais faite pour L'Âge des ténèbres. Et ça, c'est des moments de grande joie pour un cinéaste, pour un metteur en scène, en se disant voilà, je l'avais faite. Et puis la réalité refait ce que j'avais fait. Ça, c'est extrêmement jouissif, ça. En regardant la commission Charbonneau, tu dis, mais voyons, j'ai déjà fait ça. Il y a plein de gens dans la commission Charbonneau qui m'ont dit, mais il faudrait que tu refasses un film comme ça, il faudrait que tu refasses Réjeanne Padovani, mais il y a quelque chose qui, dans la vie, refaire des choses qu'on a déjà fait, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. J'avais déjà fait cet univers-là, ben, je me dis, bon, voilà, ça prouve que je ne me suis pas trompé puisque c'est resté comme ça. J'espère que vous allez me permettre de lever mon verre pour fêter l'ouverture du premier tronçon de l'autoroute Saint-Laurent, qui sera inauguré officiellement demain après-midi par le ministre de la Voirie, l'honorable Georges Bouchard. Finalement, je m'en voudrais de ne pas saluer notre hôte, mon ami Vincent. Parce que pour faire une autoroute, en plus du courage, il faut des bulldozers, du ciment, de l'asphalte. Écoute donc, Léon, es-tu en train de te pratiquer pour la Cour suprême? Quand on est devant le métier de scénariste ou le métier de cinéaste, on est extrêmement à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. En tout cas, moi, je sais que je suis comme ça. Donc, on voit toutes sortes de petits signes. On visite des endroits, on voit des choses, on est à l'écoute de tout ce qui pourrait nous aider à trouver une histoire. Et donc, c'est une sorte de sensibilité exacerbée. Et quand on est dans cet état-là perpétuellement, c'est pas très étonnant qu'on recueille tout d'un coup des choses qui sont révélatrices et qui vont être révélatrices plus tard. Si on lit, par exemple, la littérature du 18e siècle en France, on se dit, mais mon Dieu, il y a une révolution qui s'en venait, c'est évident qu'il y a une révolution qui s'en venait, ils ne l'ont pas vue. Mais c'est pas vrai non plus tout le temps. C'est pas vrai que les artistes ont toujours raison. Par exemple, dans les années 60-70, tous les artistes québécois étaient indépendantistes. Et donc, on aurait pu dire à ce moment-là, ah, c'était inévitable que l'indépendance du Québec se fasse, et elle ne s'est pas faite. Donc, c'est pas non plus, il ne faut pas investir les artistes d'un don absolument infaillible de vision futuriste. C'est pas vrai. Mais des fois, oui. Donc, on se débat dans toutes ces choses-là.